C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, totalement reconstruit, le marché de Ganry s'apprête à rouvrir ses portes. En prélude, l'Agence nationale de gestion des marchés a procédé à l'attribution des places aux marchands. Susciter des vocations féminines scientifiques, c'est une initiative du ministère du Numérique et de la Digitalisation. Elle est une réponse au faible taux des filles dans les filières scientifiques et numériques. À suivre les précisions. Et puis, 32e édition de la Journée des personnes en situation de handicap. Abomey a célébré l'événement. Au menu, plusieurs activités dont une caravane et des manifestations artistiques et culturelles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le marché de Ganry reprend bientôt du service. Prélude nécessaire, l'Agence nationale de gestion des marchés a procédé à l'attribution des places. Dès le samedi prochain, marchands et usagers pourront renouer avec leurs habitudes. Mais en attendant, le tirage au sort avec Françoise Nissou et Ulvaeus Balogun. C'est ainsi que se présentent les étals du marché de Ganry qui vont bientôt accueillir leurs occupants. Ceux-ci sont d'ailleurs déjà là pour visiter le marché et savoir quelle place occuper. Devant les futurs marchands, le tirage au sort est fait par secteur d'activité. Un processus d'attribution équitable et transparent. L'opération est conduite par l'ANAGEM. Prioritairement dans ce marché aujourd'hui, nous n'accueillons que les marchands de produits alimentaires. Parce que ce marché ne peut plus contenir au-delà de ces produits-là. Donc tous ceux qui vendent des produits en conserve, de la mayonnaise, des tomates en bois, des haricots verts, quelqu'un qui vend du maouet, du nénoui, de asrokui, tout produit alimentaire peut se retrouver dans le marché de Ganry. Comme dans les autres marchés déjà ouverts, les règles sont les mêmes. C'est le respect des règles que nous avons édictées dans le cadre dans le règlement intérieur. Le respect des règles sécuritaires. Il n'y a pas de feu à faire dans le marché sous la table. Il n'y a pas d'enfants mineurs qui restent sur les étalages. Il n'y a pas de vente à la sauvette, ce que nous appelons des ambulants, ni à l'intérieur du marché, ni aux abords immédiats du marché. On a des toilettes qui sont dans le marché. Nous avons suffisamment de poubelles qui sont disposées dans le marché pour assurer toute la partie salubrité du marché. Le marché de Ganry a une capacité d'accueil de 506 places, 377 étals primeurs, 58 places pour les bouchers et 38 places pour les poissonniers. Nous sommes à présent à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président Édouard Loko a eu un tête-à-tête avec l'ambassadeur du Maroc près le Bénin. À la fin des discussions, le diplomate s'exprime au micro de Alain Sotoumé et Igor Ayoso. J'ai eu le plaisir d'être reçu par Monsieur le Président de la HAC. C'était l'occasion de lui présenter les félicitations et les vœux de réussite après cette nomination. D'autant plus qu'il y a une coopération très très importante et fructueuse entre la HAC et la HACA marocaine. L'objectif, c'est de continuer et de fructifier encore davantage cette relation, d'autant plus que, comme j'ai dit à Monsieur le Président, c'est le régulateur un peu de la démocratie et des médias. Donc c'est un organisme qui joue un rôle extrêmement important dans les démocraties et il faut qu'il soit renforcé. Donc notre mission en tant que Royaume du Maroc avec la République du Bénin, c'est de continuer cette coopération qui a toujours été fructueuse et encore d'aller de l'avant. Et puis une invitation à ce que Monsieur le Président puisse se rendre au Maroc pour visiter sa collègue marocaine qu'il vient de rencontrer dans des institutions internationales. C'est une visite de courtoisie et le président a été très très chaleureux avec l'équipe qui l'accompagnait. La deuxième session du médiateur de la République au titre de l'année 2024 est ouverte. Près de 100 dossiers seront examinés. Le secrétaire général de l'institution a lancé les travaux. Les précisions avec Vitis Arouré et Michel Ébé.
Deuxième session du médiateur de la République au titre de l'année 2024. Pendant 2 semaines, l'institution reçoit des ministères, des mairies, préfectures et agences. L'objectif est d'échanger avec ces administrations sur les solutions qu'elles ont apportées aux réclamations des citoyens ayant saisi le médiateur de la République. La deuxième session du médiateur de la République qui s'ouvre ce jour, mardi 3 décembre 2024, étudiera 98 dossiers concernant 23 administrations qui sont invités à des séances plénières ici, au siège du médiateur de la République. Les dossiers à étudier à cette session sont de plusieurs ordres. Nous avons des dossiers liés aux carrières des agents de l'État, des dossiers liés au foncier, des dossiers liés à tout ce qui concerne les décisions non exécutées, les décisions de justice. Ce que les requérants attendent quand ils saisissent le médiateur, c'est qu'ils ont tout fait avec les administrations. Donc ils saisissent les administrations, mais leurs démarches n'ont pas abouti. Et c'est en dernier ressort qu'ils viennent au médiateur pour qu'il les aide pour trouver une solution à leurs préoccupations. Au cours de la première session de l'année, 115 réclamations formulées par des citoyens ont été enrôlées. Le médiateur de la République a donné satisfaction à près de 80% de ces saisines. L'institution entend faire davantage au titre de cette deuxième session. La dégradation des terres est de plus en plus préoccupante avec des effets néfastes sur l'alimentation et l'économie mondiale. Au Bénin, les impacts sont grands et perceptibles chez les petits producteurs. Quelle réponse face à la situation? L'ancien ministre béninois de l'Environnement, Luc Yankadja, en parle. La solution à la dégradation des terres qui en fait conduit à la désertification, à savoir que des terres anciennement fertiles deviennent comme des déserts faits de main d'homme, on la connaît, c'est la gestion durable des terres. Elle se fait au niveau local avec des politiques nationales qui permettent de satisfaire les besoins en matière d'agriculture sans dégrader les terres. Et il faut pour cela de la coopération internationale. Pourquoi de la coopération internationale? Parce que les processus de dégradation des terres ont, je dirais, 2 éléments essentiels. Le premier, c'est un usage inapproprié des terres, en particulier face au changement climatique. Les changements climatiques qui sont le second volet et dont l'un des aspects importants s'appelle les sécheresses. L'action essentielle se mène au niveau national par des politiques publiques et des investissements qui permettent de faire ça en actant ou en travaillant essentiellement avec des acteurs locaux. On peut souhaiter qu'à cette COP-ci, la 16e, que les nations comprennent davantage que l'action est locale. Au Bénin, en 2000 et 2010, la dégradation des terres a atteint 19% additionnel de l'espace cultivé au Bénin. Ça a été évalué en termes de la valeur du PIB du Bénin de l'an 2000 à 8% par an. Et c'est 32% de personnes, de population béninoise additionnelle qui ont été affectées. Donc vous voyez les proportions du phénomène. Depuis lors, donc de 19% dans la première décennie, on est passé, donc en 2010, on est passé à 18% en 2010 et 2020. Donc une inflation, mais à la marge. Il faut faire beaucoup plus. Et à la COP16, la lutte contre la désertification est au cœur des discussions. Elle requiert des résolutions pour freiner la dégradation des terres. Suivant à ce propos, le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies de lutte contre la sécheresse et la désertification. Nous avons perdu 40% des terres fertiles du monde qui sont dégradées. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et il est important que nous fassions une introspection pour voir quels sont les axes majeurs d'intervention. L'une des causes profondes, c'est que nous n'avons pas de politique très claire dans les États pour pouvoir apporter des directives et des directions claires. Par exemple, pour les compagnies d'extraction minière, on leur demande pourquoi vous faites ça dans tel pays en développement. Ils disent que la législation nationale n'est pas adéquate. Donc nous appliquons notre propre législation, puisque nous n'avons pas la directive du gouvernement. Les gouvernements eux-mêmes utilisent l'argent public pour subventionner des activités qui sont nuisibles à l'environnement, qui sont nuisibles à la terre. Donc c'est une politique mauvaise. On est en train d'investir sur la destruction de notre patrimoine naturel. Donc il va falloir changer également ces politiques.
Et une fois qu'on a fixé les causes profondes, maintenant on peut arriver aux solutions qui peuvent être apportées. Et l'une des solutions que nous pensons être évidente, c'est d'abord, quand vous êtes un médecin et que vous arrivez à vous trouver quelqu'un qui saigne, vous faites la première chose, c'est d'arrêter la saignée. Donc arrêter la dégradation des terres. Et la deuxième chose que vous allez faire, c'est de poser un carreau et de voir comment vous pouvez soigner la plaie. Donc restaurer les terres est une façon de soigner les plaies qui sont infligées à la face de la planète, de manière à leur permettre de produire. Au Bénin comme ailleurs, le nombre de filles dans les filières scientifiques et numériques reste faible. Le gouvernement a donc décidé de susciter des vocations féminines scientifiques. Le ministère du Numérique et de la Digitalisation a pris une initiative qui consiste à enrôler des jeunes filles dans des formations numériques. Les précisions avec Amandine Anyamoussou. La technologie est l'un des outils les plus puissants pour autonomiser les femmes et les jeunes filles. En Afrique, seulement 18% utilisent Internet, alors que les compétences numériques permettraient aux jeunes filles d'avoir un avantage sur le marché du travail concurrentiel. Un état de choses que le gouvernement béninois tente de corriger en suscitant des vocations. La série C parce que c'est une série majoritairement scientifique. Pendant la formation, j'ai préféré la création des sites parce que grâce à ces sites web, je pourrais faire plusieurs choses que je n'avais pas l'occasion de faire. Tout ce qui a rapport avec la science, j'aime ça. On a aussi fait un détecteur de mouvement qui détecte la présence des personnes. J'ai eu à former 40 filles dans le domaine des TIC. Il était question, au prime abord, de leur faire découvrir les métiers du numérique et un focus a été fait sur les métiers du web. Il a aussi été question de les initier à la création de sites web en utilisant un outil no-code. J'ai constaté sur ces 2 jours que les filles étaient gourmandes. Elles en voulaient toujours plus. C'est une avancée notable pour participer à l'équité du genre dans le secteur des TIC au Bénin. Si je devais parler d'un défi pour moi, c'est les stéréotypes basés sur le genre. Parce que historiquement, c'est un domaine, on va dire en griffe, réservé aux hommes. Vraiment les stéréotypes basés sur le genre qui parfois peuvent vous pousser à vous remettre en question, à se demander si on est à notre place. Mais je pense quand même que des choses se font et qui permettent de changer. Je vois de plus en plus de jeunes filles qui veulent aller vers le secteur du numérique, vers les métiers plus professionnels, plus techniques aussi. Donc ça change, peut-être pas à la vitesse qu'on aurait voulu, mais ça change. Et surtout, on doit continuer de faire des efforts, de dire à ces jeunes femmes qu'elles ont raison de choisir ces secteurs, qu'elles ont le soutien des personnes avant elles et surtout qu'elles seront soutenues dans tout ce parcours qui n'est pas toujours facile. Je rêve que les femmes dans le secteur des TIC, du numérique, puissent pleinement jouer leur rôle, ouvrir leur plein potentiel, évoluer comme leurs compères hommes. Il s'agit donc pour le Bénin de remettre au cœur de la formation des jeunes filles les TIC comme levier de formation professionnelle. De jeunes femmes pionnières dans le domaine de l'intelligence artificielle au Bénin grâce au programme WIADA. L'initiative adhère à la stratégie nationale d'intelligence artificielle visant à bâtir un écosystème technologique inclusif, compétitif et innovant. Les lauréates de la première vague ont reçu leur certificat. Simon Villon et Alessandra Jotan. Le programme WIADA entendait Women in IA and Data, initié par Women EdTech, a pour vocation de créer 1000 compétences féminines numériques dans les métiers de l'intelligence artificielle et des big data en Afrique. Ces récipiendaires constituent la première cohorte formée. 40 jeunes femmes sélectionnées parmi plus de 750 candidatures venues d'Afrique et d'ailleurs ont développé des compétences techniques avancées en sciences des données et en apprentissage automatique. Plus de 70% des participantes ont également décroché des opportunités professionnelles ou d'entrepreneuriat, prouvant l'impact direct de ce programme sur leur trajectoire. Le travail accompli au sein de cette première cohorte est remarquable. Vous avez non seulement acquis des compétences techniques, mais vous avez également démontré une capacité à collaborer, innover. C'est d'un grand intérêt de savoir que des femmes sont formées justement à l'intelligence artificielle au numérique parce que nous avons besoin d'elles pour bâtir ensemble une réplique. CELTIS continuera de nous accompagner
et donnera tout ce qu'il peut pour être toujours un soutien pour vous. Bravo à vous. Durant 9 mois de formation, ces jeunes femmes ont travaillé sur des projets en réponse à des problématiques auxquelles sont confrontées entreprises et institutions. Ce programme nous a offert bien plus que des compétences techniques. Il nous a offert un espace pour nous affirmer, développer notre confiance en nous et découvrir notre plein potentiel. Désormais, membres de l'écosystème numérique africaine, elles sont engagées à faire face aux défis qui se présentent à elles. Après quelques mois de vacances, le restaurant de l'Université de Parakou a repris du service. C'est parti pour toute une année universitaire pendant laquelle les étudiants vont bénéficier de 3 repas par jour. Ikili Rugunusero et Giscard Akovi partagent avec nous l'ambiance. Paris gagné pour le Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. La restauration des étudiants démarre sous de bons auspices après quelques mois de vacances. À quelques minutes du premier service, le personnel s'affaire pour être à l'heure. Au menu ce midi, du riz au gras au poulet. La ration normale, c'est 3 repas par jour. Il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les mets servis aux étudiants, c'est des mets variés. Et cela est programmé durant toute la semaine. Nous apprécions vraiment leurs efforts qu'ils nous donnent au sein de cette université. Nous apprécions beaucoup et ça nous rend heureux d'économiser nos sous en venant ici au restaurant à l'université. Pour cette année universitaire, le restaurant du Crous Parakou fait peau neuve avec ses installations ici à la cuisine qui participent à la protection de la nature. Le restaurant, à travers la cuisine et le réfectoire ont été rénovés, entièrement rénovés alors. Il y a également la modernisation que nous avons apportée au niveau de la cuisine en construisant une cage qui sert d'abri au gaz et également en mettant à profit le biogaz qui nous a été installé par l'UNICEF cette année. Répondant à l'appel des étudiants, le Crous promet un service de qualité. Nous rassurons d'abord la communauté universitaire et plus particulièrement les étudiants que nous allons faire l'effort de maintenir le service que nous avons démarré aujourd'hui et de respecter la qualité et la quantité que nous avons l'habitude de leur servir. Selon les estimations, plus de 500 plats seront servis aux étudiants par jour, annonce le Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou qui a déjà lancé les activités du restaurant de l'École normale supérieure de Natitengu. Le programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et la cohésion sociale est en sensibilisation dans ces zones d'intervention au Bénin. C'est à travers une formation suivie d'échanges portés sur la gestion de programmes sensibles aux conflits. Elle intervient dans une période de grande mobilité de bétail et regroupe plusieurs acteurs de Lomé Plateau, du Monokoufo et du Zoo. Les précisions avec Samirat Jabimane. Les préfets, maires, chefs de projet, responsables d'organisations paysannes et partenaires techniques et financiers impliqués dans la mise en œuvre du programme d'appui aux initiatives du secteur de l'élevage et à la cohésion sociale paix des départements de l'Ouémé et du Plateau, du Koufo et du Mono, sans oublier le Zoo, réfléchissent sur la question de la mobilité pastorale et ses implications. D'ici peu, dans le cadre de la recherche des ressources, les animaux vont se déplacer. C'est une formation qui doit outiller les différents acteurs par rapport aux dispositifs, aux mécanismes qu'ils doivent mettre en place pour prévenir et gérer les différents conflits qu'ils ont sur les territoires. Ils vont faire une planification et puis se donner une petite feuille de route en matière de prévention et gestion des conflits. Le mois de décembre, réputé sensible pour agriculteurs et éleveurs, la coopération suisse et Helvetas anticipe en soutenant ce programme qui invite à la culture de la paix et la cohésion sociale.
Donc l'éleveur doit prendre conscience que le champ est aussi important pour l'agriculteur, que l'animal est important pour lui et vice-versa. Donc je les invite vraiment à plus de retenue et surtout à privilégier vraiment les règlements à l'amiable de ceux qui sont mandatés pour les aider, pour les accompagner dans la gestion de ces différents conflits-là, soient les seuls à pouvoir assumer cette responsabilité. Je voudrais déjà m'assurer de votre disponibilité, mais surtout de votre assiduité pour écouter religieusement les communicateurs, mais également partager vos expériences afin qu'au terme des 3 jours qui nous réunissent aujourd'hui, nous puissions sortir d'ici aguerris, mais surtout avec des recommandations que nous pourrons contextualiser de retour sur nos territoires respectifs. La paix et la cohésion sociale étant indispensables pour construire un Bénin prospère, le gouvernement, à travers le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs, compte sur l'implication de tous les acteurs pour que cette période de mobilité des bêtes se passe sans heurts. La commune d'Abomey n'est pas restée en marge de la célébration du 3 décembre dédiée aux personnes en situation de handicap. La direction départementale des affaires sociales du ZOU a initié plusieurs activités. Une caravane suivie de manifestations artistiques et culturelles. Thème retenu, amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable. Pierrette Anayossi. La journée internationale des personnes en situation de handicap célébrée dans les rues. À travers cette caravane, ces personnes à besoins spécifiques ont parcouru la ville d'Abomey pour rappeler leur résistance à la population et aux autorités. Elles démontrent aussi leur savoir-faire culturel et artistique. Le moment est propice pour évaluer les progrès réalisés pour l'épanouissement des personnes handicapées. Leurs difficultés sont également passées en revue, ainsi que leur contribution à la construction du pays. On ne fêtait pas ça ensemble, mais on s'est dit qu'ensemble, on sera plus fort. On existe. Que la directrice départementale, avec son staff, plaide pour que chaque coordination puisse l'organiser à son actif et que chacun puisse se retrouver dans la fête. Vous continuez d'occuper une place préférentielle dans les perspectives du gouvernement. Votre rôle est essentiel dans la création d'un monde plus inclusif et plus durable. Et je vous inviterai donc à vous saisir du leadership naturel qui existe en vous pour vous approprier des mesures prises par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin, et d'aider vos frères et sœurs comme vous à en bénéficier également. On ne peut que rendre grâce à Dieu à travers tout l'effort que fait le gouvernement à notre faveur. Au menu des manifestations, une communication sur les mesures préférentielles prises par le gouvernement au profit des personnes handicapées. À cela s'ajoutent des prestations artistiques suivies de réjouissances. Le développement d'Okeo dans la commune de Savay préoccupe ses filles et fils. Ils se sont réunis en assemblée générale pour définir les bases et les stratégies à mettre en place. Ensemble, ils entendent contribuer au rayonnement d'Okeo. Les précisions avec Gilles Dansou. C'est le 23 juillet 2022 que la décision a été prise à l'unanimité de procéder à une refondation historique de l'Association générale des résidents et ressortissants pour le développement d'Okeo. Nous sommes dans la commune de Savay. 2 ans après, il est important de faire le bilan à mi-parcours et des projections pour l'avenir. Définir ensemble les stratégies à adopter pour impulser le développement de la localité, tel est le leitmotiv. Le développement d'une localité dépend d'abord et avant tout de tous ses fils et de toutes ses filles. C'est ensemble, unis dans une détermination sans faille, que nous pourrons contribuer à l'essor social, économique, culturel et sportif d'Okeo. D'abord, la refondation s'organise pour provoquer un éveil de tous autour du développement de notre localité. Je vous invite à vous engager avec moi et à placer ce village au cœur de vos programmes quotidiens, car
La maison n'est belle que lorsque chacun y reconnaît sa part de labeur. Ensemble, faisons de Kéo un modèle de développement pour les générations futures. Nous avons pu avoir des résultats en matière d'assainissement, en matière d'eau potable, grâce à l'action d'ONG comme Direct Aid. Nous avons pu avoir un château d'eau ici, grâce à l'action de l'État. Nous sommes en train d'avoir actuellement le réseau d'eau qui est en train d'être rétabli également à Okeo ici. Ils ont travaillé sincèrement, parce qu'au début c'est toujours ça. Le début est toujours difficile. Au moment où on était avec Olaï, on a souffert. Et aujourd'hui, les gens bénéficient, c'est toujours ça. L'amour commence par pousser à Okeo, où nous commençons par nous revoir, nous commençons par nous comprendre. Ce que moi je vois, c'est que c'est bon. Chacun de nous, nos idées mises en commun commencent par donner de bons fruits. La refondation et le renouveau associatif, tel est le thème qui a retenu l'attention des participants à cette assemblée générale. Le Vaudontron est célébré à Tiakpekoji dans la commune de Ouida. À la faveur de leur pèlerinage annuel, les dignitaires et fidèles du Tronc-Péto Deka à Lafia ont communié et prié pour le Bénin. C'était 3 jours d'intenses activités qui ont pris fin par une messe vaudon. Jean Lambimin et Amandine Agnamboussou. Grand rassemblement spirituel de prière et de purification. Le pèlerinage annuel des dignitaires, aux dignitaires et fidèles du Tronc-Péto Deka Lafia est un moment de célébration, mais également de remerciement au Vaudontron. On a fait une grande prière la nuit de vendredi là. Et le samedi matin, on a fait libation. On a prié sur la nation béninoise, le monde entier, sur tout ce qu'il nous faut. On a prié là-dessus. Et après ça, le soir, on a fait une cérémonie qu'on appelle Zotiroté pour se purifier. Et ce matin, on a fait une grande messe de vaudou. Mon vieux père, Papa Djado Akida Zazassien, m'a dit que je suis la personne qui peut mettre à côté de lui. Comme ça, s'il n'est pas là, je peux bien entretenir. 3 jours d'intenses activités pour invoquer la paix sur le Bénin, soutenue par le gouvernement, ce qui justifie la présence d'une délégation du comité des rites vaudou à ce pèlerinage annuel qui est à sa 13e édition. Nous avons constaté que cette cérémonie est bien organisée, ce qui a donné un caractère solennel et majestueux, ce à quoi nous avons assisté. Lorsqu'il y a des manifestations qui renvoient au vaudou, nous avons le devoir d'y être. Et nous avons également le devoir d'organiser les manifestations autour du vaudou. Pour ces fidèles, le Vaudontron est bienfaisant et protecteur. À la fin des rituels et autres consécrations, les pèlerins repartent avec des énergies positives. En interactualité, nous sommes au Sénégal, en Guinée, en Angola, puis aux États-Unis. On fait le tour avec Gilles Dansou. Au Sénégal, la nouvelle législature élut son président. Malick Ndiaye, jusqu'alors ministre des Transports terrestres et aériens, est le nouveau président de l'Assemblée nationale. Réputé proche d'Ousmane Sonko, il devient officiellement le 2e personnage de l'État. Le Premier ministre Ousmane Sonko, quant à lui, a annoncé avoir choisi de rester à la tête du gouvernement plutôt que de devenir président de l'Assemblée, coupant ainsi court aux spéculations sur son rôle après la victoire de son parti aux législatives. La Guinée a décrété lundi 3 jours de deuil national après la mort d'au moins 56 supporters dans un mouvement de foule survenu lors d'un match de football dédié au chef de l'État. Le drame, initialement présenté comme des heurts entre supporters, a été déclenché par l'expulsion de joueurs et un pénalty accordé contre l'équipe de l'Abbé en finale d'un tournoi doté d'un trophée à l'effigie du général Doumbia. Un collectif d'organisations guinéennes estime par ailleurs le nombre de supporters de football tués à 135 contre 56 par le gouvernement. Le président américain Joe Biden a annoncé mardi, lors d'une visite en Angola,
l'octroi d'une aide humanitaire d'$1 milliard à l'Afrique. S'exprimant au Musée national de l'esclavage de Luanda, Joe Biden a déclaré que les États-Unis étaient à fond pour l'Afrique avant d'annoncer cette nouvelle aide répartie sur 31 pays en faveur des Africains déplacés par les sécheresses historiques, notamment ceux touchés par la famine. L'ONU lance un appel humanitaire à hauteur de 47,4 milliards de dollars pour aider 190 millions de personnes l'an prochain dans un monde malmené par les conflits et les changements climatiques. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.